Bienvenue à tous dans notre Zoom. Je reçois aujourd'hui Bruno Lafourcade. Bonjour monsieur. Bonjour. Bruno Lafourcade, vous êtes romancier, essayiste, chroniqueur pour la revue Éléments et vous publiez ce recueil d'une centaine de chroniques écrites entre octobre 2017 et mai 2020, Les Cosaques et le Saint-Esprit, publiés chez la Nouvelle Librairie Édition de notre ami François Bousquet. Voilà. À l'heure, Bruno Lafourcade, où beaucoup parlent d'une dictature molle à l'œuvre en France, vous évoquez dans votre ouvrage ce terme d'hyperdémocratie. Ça veut dire quoi ? Pour moi, l'hyperdémocratie, c'est la démocratie poussée à son dernier degré. C'est la démocratie qui sort de son lit pour pour inonder des régions où jusqu'ici elle n'avait que faire. L'enseignement, les hôpitaux, toute une série de sujets où il y avait une inégalité de fait entre professeurs et élèves, entre médecins et patients, par exemple, mais entre autres exemples. Et l'hyperdémocratie, c'est l'idée selon laquelle, cette fois-ci, il y a une égalité totale sur tout, dans tous les domaines, ce qui correspond à, si vous voulez, une sorte de dictature, effectivement, molle, si l'on veut, c'est la dictature de l'hyperdémocrate, la dictature de celui qui ne reconnaît aucune supériorité, ni celle du savant, ni celle du professeur, ni aucune supériorité. Quel est le problème ? Le problème, c'est par exemple que dans l'enseignement, ça rend la pédagogie impossible. Si le professeur doit absolument tenir compte des desiderata des parents d'élèves ou de son propre élève, de ses élèves, c'est évidemment un problème. Il ne peut pas y avoir de vraie démocratie sans une inégalité dans certains domaines. Il y a une égalité de droit, bien entendu, mais il y a forcément dans toute démocratie une inégalité dans certains domaines précis. Il faut que le professeur dans sa classe puisse imposer une sorte de dictature. C'est le mot évidemment, mais il y a une autorité naturelle qui vient du savoir, sinon il n'y a pas de possibilité d'enseignement. Est-ce que quelque part cette autorité naturelle n'est pas remise en question via peut-être le fait que les enseignants soient de mauvaise qualité ou moins bons qu'avant ? D'un certain point de vue, tout est moins bon qu'avant, non pas tant du fait des personnes, mais du fait du système lui-même qui a fait de l'enseignement une sorte de conglomérat où on peut enseigner à peu près tout. Le frisbee doit faire partie des multiples options au baccalauréat. J'imagine, enfin je dis n'importe quoi, mais quand tous les enseignements sont sur le même pied, il n'y a plus de hiérarchie dans le savoir. Or, le problème de l'hyperdémocratie, c'est le refus de la hiérarchie. Alors, vous évoquez également dans votre ouvrage, Bruno Lafourcade, un terme très à la mode, c'est le complotisme, les complotistes. Aucun débat n'est organisé avec eux sur les débats sur les plateaux télé. Ils ne représentent aucune menace et pourtant, vous les insultez, vous les traitez dans votre ouvrage d'imbéciles. Pourquoi ? Non, en fait, le titre de la chronique est La conjuration des imbéciles, qui est une référence à un écrivain américain bien connu. Il y a évidemment, donc je n'attaque personne, je ne veux pas me faire lyncher à la sortie de l'émission, je n'attaque pas les complotistes. Le complot existe, l'histoire est le produit de complots, c'est évident. La folie complotiste, c'est de ne voir que des complots partout, absolument, et refuser le hasard. Or, dans l'histoire, il y a bien du hasard. Le complot existe, c'est un fait, évidemment. On a renversé des gouvernements, on a renversé des chefs d'État, il y a des attentats, ce sont des complots. Mais en l'occurrence, tout n'est pas que complot. Il y a aussi des décisions gouvernementales et puis il y a aussi des peuples qui agissent sur leur histoire. Ce n'est pas une histoire de complot. Et surtout, il y a le hasard. Le complotiste fou, pour moi, c'est celui qui nie l'importance du hasard dans l'histoire. Je trouve que c'est une grave erreur. Exemple. Vous prenez n'importe quel quand vous êtes un vrai complotiste, vous prenez n'importe quel détail, vous le rattachez à une explication et cette causalité multiple entraîne des déductions logiques qui ont l'apparence de la logique mais qui sont finalement incohérentes. Donc douter de l'histoire officielle ne fait pas de quelqu'un un complotiste ? Non, je crois qu'il est naturel d'avoir, je pense que Kennedy, par exemple, qui est un peu le début officiel du complotisme mondial, enfin je parle de son assassinat, a donné lieu à une série d'hypothèses. Je crois qu'on n'est pas encore sûr de son tueur.
il est naturel de douter. Surtout les Américains qui ont la démocratie tout à fait chevillée au corps, enfin une méfiance à l'égard de l'État. C'est tout à fait justifiable. L'histoire du complotisme part d'une intention tout à fait justifiable. C'est son délire qui est condamnable, je trouve. Comment vous expliquez justement l'émergence de ce délire en la matière ? Peut-être pour revenir à la question précédente, faut-il expliquer le complotisme par la méfiance généralisée à l'égard de tout savoir, de toute hiérarchie dans le savoir. On ne fait plus confiance à l'enseignant, aux savants, aux professeurs, je ne sais pas, aux scientifiques. On peut multiplier les exemples. Et il y a une méfiance généralisée à l'égard des théories officielles qui partent peut-être d'un défaut de goût pour la hiérarchie. Tout simplement. Il faut admettre soi-même que l'on ne sait pas tout. On le voit bien avec cette histoire de virus. Du jour au lendemain, tout le monde s'improvise virologue. C'est pas sérieux. Est-ce que vous pensez, comme certains l'ont déclaré, que cette théorie, le grand remplacement, celle de Renaud Camus que vous évoquez dans votre ouvrage, relève du complotisme ? Non seulement ça ne relève pas du complotisme, mais ça ne relève pas non plus de la théorie. Le grand remplacement, c'est un fait qui est absolument incontestable. Et j'en veux pour preuve que ceux que Renaud Camus appelle d'ailleurs les remplaçants, et les remplacistes d'ailleurs, mais les remplaçants sont tout à fait conscients d'être nos remplaçants. Si vous écoutez un garçon comme Mouloud Achour, il est lui-même tout à fait convaincu de faire partie des remplaçants. Rokhaya Diallo aussi. Donc pour eux, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Mais quand ces remplaçants s'affirment comme étant justement des remplaçants, est-ce que c'est quelque part... Est-ce qu'on peut dire que ça s'apparente quasiment à une déclaration de guerre à l'égard des Français de souche, des autochtones ? Peut-être qu'un jour ça le sera. Il se trouve que c'est dit souvent de façon très agressive. On est là pour vous remplacer, quel que soit ce que les Blancs, pour parler clairement, ont apporté à l'histoire et à la civilisation de ce pays. Et évidemment, il y a une agressivité qui fait qu'on ne peut que penser parfois que ce sont des fauteurs de guerre. Parce que j'insiste... Ce ne sont pas les gens qui parlent de grands remplacements à la Renaud Camus qui sont des fauteurs de guerre. Mais qui sont ceux qui encouragent ces fauteurs de guerre, comme vous venez de le dire, Madame Rokhaya Diallo ou cet animateur de Canal+? Bon, je crois qu'il y a une alliance objective entre les remplaçants. Il y a une alliance objective avec le gouvernement, enfin avec les instances gouvernementales. Il y a les associations qui leur servent aussi de courroie directrice. Bon, ça fait partie d'une nébuleuse tout à fait qui ont admis le fait que le petit blanc, parce que c'est souvent ça en fait, c'est le petit blanc qui doit être remplacé. Le petit blanc rural d'ailleurs, c'est encore mieux. Vous avez cette déclaration sur l'islam, Bruno Lafourcade, je vous cite, « L'islam a fait des blanches de l'hyperclasse les ennemis des mâles blancs ». Expliquez-nous. Je voulais dire qu'il y a une alliance objective entre les femmes blanches occidentales de l'hyperclasse, effectivement, grande journaliste, je veux dire journaliste connue, actrice ou bien personnalité du monde médiatique. Il y a une alliance objective entre ces femmes-là, sous couvert de féminisme, et les femmes venues de l'islam et d'une autre culture. Il y a une alliance objective tout simplement parce que leur but n'est pas du tout de défendre les femmes. Leur but est de prendre le pouvoir. C'est une histoire de pouvoir. C'est pas une histoire de défense, d'égalité homme-femme. Ça, c'est bon pour Madame Schiappa, qui sans doute y croit, je pense. Tout à fait. Les gens, il ne faut pas négliger la sincérité des gens. Il y a des gens qui croient vraiment, qui se battent pour l'égalité. Je suis convaincu que beaucoup se battent pour le pouvoir et la prise de pouvoir. Le mouvement Balance ton port, le mouvement MeToo ne sont pas des attaques contre Weinstein ou pour dénoncer la pédophilie ou évidemment les agressions sexuelles. Ça, ce n'est que l'apparence. Le véritable sujet, c'est la prise de pouvoir de ces femmes qui vont devenir productrices, qui vont devenir et qui veulent prendre pied dans le cinéma mondial d'une façon certaine et affichée. C'est l'association des contraires, quelque part. C'est l'association des contraires, mais elles font c'est au détriment, toujours pareil, des petits blancs et ici des femmes du lumpenprolétariat, si vous voulez. Parce que vous ferez bien attention, Madame Caroline Dehaas, je vais citer des noms, mais je m'en excuse. Madame Caroline Dehaas, militante féministe, Madame Rokhaya Diallo aussi, enfin toutes ces femmes que l'on a vues émerger depuis une dizaine d'années, ne défendent jamais, mais jamais, la petite jeune fille qui se fait agresser dans le métro et qui habite à Montreuil, je ne sais pas, à Bobigny ou ailleurs. Populaires, Les classes populaires, ouais, exactement. Jamais.
il faut bien le dire, quand on parle de classe populaire, on ne distingue pas quelque chose qui est de l'ordre de la couleur de peau. C'est-à-dire que quand eux parlent de classe populaire, ils parlent de l'immigration récente. Toujours sur les femmes, Bruno Lafourcade, et là vous allez vous faire quelques ennemis. Vous dites qu'elles sont, les femmes, de l'incohérence à la chaîne, qu'elles sont folles. Pourquoi cette misogynie, Bruno Là, Lafourcade ? vous avez isolé évidemment un passage polémique qui demanderait à retrouver dans tout son contexte sa valeur. Mais je n'ai pas décontextualisé non plus. Il y a en fait, je trouve, une absence de solidarité entre hommes et femmes. Je pense aux femmes de l'hyperclasse. Elles ont trouvé dans les hommes une forme de bouc émissaire qui leur sert à prendre le pouvoir. Je ne dis pas que toutes les femmes sont folles, ce serait aussi bête que de dire que tous les hommes sont fous, ça n'a aucun sens. Mais il y a effectivement, chez ces femmes qui veulent prendre le pouvoir au détriment des hommes, en s'alliant avec leurs ennemis objectifs, il y a une absence de perspective. Elles ne savent pas que ce seront elles les premières victimes. Parce que je ne crois pas du tout que leurs ennemis les laisseront faire. Est-ce que ces femmes de l'hyperclasse ont conscience de ce vers quoi on veut les emmener, ou c'est vraiment qu'elles sont, je veux dire, naïves ? Il ne faut pas exclure cette course à la modernité. Oui, il ne faut pas exclure ni la sincérité ni la naïveté des gens. C'est c'est aussi un facteur qui concourt au progrès de l'histoire. Donc, sans être à leur place, je pense que oui, la naïveté ne doit pas échapper à certaines, oui. Alors nous qui sommes à TV Liberté sur Internet, il y a encore ce passage qui m'a semblé intéressant. Je vous cite: « Le pseudonyme sur la toile et le voile dans la rue sont apparus de façon significative simultanément. » Où est-ce que vous voulez en venir ? Effectivement, c'est concomitamment que sont arrivées ces deux expressions nouvelles, il y a maintenant peut-être 20-25 ans, disons. Prendre un pseudonyme lorsqu'on a quelque chose à défendre, une idée à défendre, c'est refuser son nom. À travers le nom, c'est le père, c'est la loi, c'est tout ce qui est officiel, c'est ce qui faisait la civilisation française. On signait les documents avec son nom, on ne le signait pas avec un pseudonyme. Le pseudonyme, c'est l'ancrage identitaire en quelque sorte. Et il n'est pas évidemment innocent que cette apparition qui signale tout de même une forme de lâcheté, de ne pas être responsable de ce que l'on dit. Il y a concomitamment donc l'apparition du voile, qui est également une forme de négation de la tradition française du visage. Entre le visage et le nom, il me semble qu'il y a un lien de cause, non pas de cause à effet, mais un lien concomitant qui repose sur le refus de la transmission, sur le refus de l'identité culturelle traditionnelle. Et vous vous appelez bien, vous, Bruno Lafourcade ? Je n'ai jamais... Enfin, j'ai pris des pseudonymes, si, effectivement. Attention, quand je dis pseudo, ce n'est pas le pseudonyme. Le pseudonyme, il y a beaucoup d'auteurs qui ont pris des pseudonymes. Je défends aussi le pseudonyme pour les gens qui veulent se protéger d'une sorte d'inquisition sur les réseaux sociaux. Ils ont un travail, ils peuvent le perdre. Ils ont une famille, ils peuvent se fâcher avec elle à cause de leurs idées. Donc, je défends aussi le pseudo. Mais il y a une sorte d'épidémie du pseudo derrière lequel on peut tout écrire, surtout des vulgarités, des ordureries. Et si on utilisait son nom, on n'oserait pas dire un dixième de ce que l'on dit à un blogueur ou à je ne sais quoi, en l'insultant, en le traitant de tous les noms. Ça, c'est le nom qui faisait qu'on était défendu moralement de porter des coups trop bas. Un autre passage qui m'a beaucoup intéressé, Bruno Lafourcade, dans votre ouvrage, je vous cite: « On devrait vivre en permanence les yeux écarquillés tant la réalité est stupéfiante. En quoi notre temps est plus stupéfiant qu'un autre ?» Je crois que si nos grands-parents revenaient, ils n'en reviendraient pas. Mais est-ce qu'un homme aujourd'hui en reviendrait par exemple, de ce qui se passait en 14 dans les tranchées ? Pareil, vous avez tout à fait raison. Est-ce que c'est plus stupéfiant qu'avant ? Non, c'est une autre stupéfaction. Évidemment, si vous me prenez l'exemple des tranchées, c'est hors du commun, c'est incomparable.
Mais il y a quelque chose de stupéfiant quand vous marchez dans une rue d'une ville de taille moyenne. Vous n'auriez pas vu, vous allez par exemple à Montpellier. Montpellier était une ville absolument paisible et presque ennuyeuse à force d'être comme ça, faite de petits bourgeois tout à fait tranquilles et paisibles. Aujourd'hui, c'est l'enfer sur terre, quoi. C'est Armageddon. C'est ça qui est stupéfiant. On devrait toujours vivre de façon à avoir les yeux écarquillés de stupéfaction. Un autre passage, il est un peu long et je m'excuse auprès des téléspectateurs, mais il est significatif. C'est un monde sans autre et sans ailleurs, où la présence n'existe plus, où ne reste qu'un soi vide, hagard et pianoteur, si vide qu'on a besoin pour le remplir d'écrans et de bruits, de casques et d'iPod. C'est un monde qui a changé de névrose, où le désir est un besoin, la frustration une infirmité, où ce que l'on veut doit advenir. C'est le monde du monologue, de la géniardise et du sanglot, où l'on est poussé à s'exprimer et à se confier, où l'on ne peut donc plus écouter ni se taire, où la bouche a tué l'oreille et le bruit la musique. C'est un monde sans humour puisque c'est un monde de femmes et moins de femmes que de mamans. C'est le monde des kiss, des selfies, des proud et des beers, le monde de la poule, du cul et de la bouche en cul de poule. C'est un monde grotesque et au premier degré. Bruno Lafourcade, vendez-vous cet ouvrage avec une corde. Je vais finir de me faire achever par les militants qui vont évidemment m'attendre à la sortie. Nos téléspectateurs. Alors je fais confiance aux téléspectateurs pour voir l'aspect polémique évidemment, oui. Et en même temps un peu désespéré que cette chronique, vous avez bien fait de choisir ce passage parce qu'on voit bien que ce sont des réactions à chaud à des événements qui m'ont vraiment choqué d'une façon excessive certainement, mais enfin c'est mon mode d'être si vous voulez. Il y a beaucoup de choses en fait dans le passage que vous venez de dire. Je retiens seulement un point, c'est que l'état de conscience, la réflexion, le retour sur soi, la méditation a été tué par nos appareils qui nous envahissent, que j'utilise aussi, nos téléphones qui empêchent d'être seuls, qui empêchent de se concentrer, qui empêchent d'avoir une sorte de retour sur soi, d'intériorité. Je trouve que la technologie je suis moi-même tout à fait partisan des nouveaux produits technologiques. Évidemment, c'est tout à fait utile. J'en bénéficie. C'est même une des découvertes extraordinaires aujourd'hui que d'aller sur Google et de trouver tel film, telle pièce qui a été téléchargée par un amateur et dont il vous fait profiter. Mais je note aussi que le revers de la médaille, c'est une absence d'intériorité qui se développe à cause de ce facteur de sollicitation quotidienne et même à la minute, enfin. Pour vous, nous sommes tous de petits bourgeois planétaires. Ça veut dire quoi, Bruno Lafourcade ? Pour moi, je suis un petit bourgeois planétaire. Donc pour moi, nous sommes tous des petits bourgeois planétaires. Les classes sociales, de mon point de vue, ont été annihilées. Autant l'aristocratie que la bourgeoisie cultivée, et même finalement le lumpenprolétariat. On appartient tous à peu près à la même classe sociale, qui serait une petite bourgeoisie qui est mondiale. Si vous voulez, Barack Obama a les mêmes références musicales, par exemple, que alors je vais pas dire moi tout à fait pour une fois, mais que je ne sais pas, qu'un jeune homme de 25 ans, il aime le rock, Aretha Franklin, je ne sais quoi, et en fait ce sont des références culturelles de petits bourgeois d'aujourd'hui. Tout le monde a à peu près les mêmes. Lorsqu'il a été intronisé, je ne sais pas si le terme est exact d'ailleurs, mais lorsque Barack Obama a été, comment dit-on, lorsqu'il a été, disons, intronisé, il a eu avec lui toute une sorte d'armada d'artistes, comme on dit, puisque de mon point de vue, ce sont pas tout à fait. Il y a Beyoncé, vous voyez, c'est ça pour moi le petit bourgeois planétaire. C'est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre l'art noble, qui ne hiérarchise pas. On revient toujours à la question de la hiérarchie. Pour vous, les civilisations se construisent sur la xénophobie et la xénophilie. Vous voulez en venir où ? Je trouve que d'abord, évidemment, la xénophobie est un réflexe naturel. Votre voisin est d'abord quelqu'un qui n'est pas votre ami, il ne fait pas partie de votre famille, donc il est naturel d'avoir, quand on ne le connaît pas, quelqu'un qui s'installe près de chez soi, on ne lui ouvre pas les portes spontanément.
Donc la xénophobie que l'on réduit au racisme est un réflexe tout à fait naturel. Il y a bien eu des frontières, il y a une raison pour cela. On a bien construit des murs pour une raison. C'est parce que le voisin peut être un envahisseur. Peut-être quelqu'un qui... Les guerres sont faites parce que les frontières sont passées. La xénophobie ne doit venir qu'ensuite. Voilà. Et évidemment, vous allez dans n'importe quel pays trouver des arguments pour aimer le pays en question. Ses paysages, sa population, ses plats, sa cuisine, sa littérature. La xénophilie est une forme avancée de la culture. Mais au tout début, il faut quand même se méfier des gens. Vous n'allez pas vous faire envahir. Il y a une anecdote actuellement d'un couple de malheureux qui ont été plus ou moins sortis de chez eux par des squatteurs. Par des squatteurs. C'est exactement ce que je veux dire. On ne fait pas confiance spontanément. La confiance ne vient qu'après. Toute la civilisation a toujours opposé là-dessus, sur ce double mouvement. Bruno Lafourcade, en partant du bureau le soir, vous ne dites pas bisous à vos collègues. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu cool, Bruno Lafourcade? Je suis tout à fait cool, cher monsieur. Tout à fait cool. Non, mais c'est le mot cool aussi que vous évoquez. Bien sûr, bien sûr. En fait, il y a une... Alors, je vais essayer de dire un mot qui va mal passer, je le sens, mais tant pis. Une sorte de... mamantisation de la société. Aujourd'hui, c'est la politique du care. On se préoccupe de la santé des gens, y compris, même si... Prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. C'est la politique du care que, d'ailleurs, Madame Martine Aubry avait voulu lancer à un moment de sa carrière. Quand on est un homme, quand on est une femme responsable de soi, on ne veut pas être pris en charge. On ne veut pas forcément être biberonné. On ne veut pas biberonner à la préoccupation... comment dire ? Vous voulez pas être sous emprise. C'est ça, oui. On est responsable de sa vie, on est responsable de son destin. On ne la confie pas à un autre en disant « je vais te protéger ». On ne veut pas être protégé. C'est ça la grande différence de notre époque avec les époques passées. Le monde d'avant était certainement beaucoup plus dur, et même à certaines périodes, de façon incommensurable, il était plus dur. On mourait plus jeune, il y avait des guerres, il y avait des... Bon... Aujourd'hui, on est pris en charge et c'est une autre forme de défaite. C'est une autre forme de malheur qui s'abat. Parce qu'on n'est plus responsable de sa vie. Il faut choisir, il faut faire ses choix, c'est son destin que l'on a en main, c'est sa vie que l'on porte et c'est pas celle du voisin et on la confie pas à Madame Martine Aubry ou n'importe qui d'autre. Vous m'en parliez avant d'arriver sur ce plateau, Bruno Lafourcade, vous vouliez terminer cet entretien par la présentation de quelques essais, ceux d'un ami. Oui, alors il s'appelle Arnaud Borde et il vient de publier 2 livres que je trouve formidables. C'est un auteur qui est surtout spécialisé dans la nouvelle, le récit bref, et il avait publié ce livre qui s'appelle Magasin des accessoires aux éditions Oda Izard. Ce sont des petites nouvelles extrêmement singulières que tous les amateurs de récits courts apprécieront. Et j'en parle aussi parce qu'il vient de publier un polar qui s'appelle Surprise partie pour le Hussard. Le Hussard étant une série aux éditions Oda Izard d'un libraire qui devient enquêteur à ses moments perdus, c'est-à-dire une sorte de justicier. Et c'est un livre qui ravira tous ceux que Madame Rokhaya Diallo, que Madame, je ne sais pas, Madame Caroline de Haas... voueront hégémonie. Un peu, voilà. Mais c'est fait avec beaucoup d'humour et avec du second degré. Les Cosaques et le Saint-Esprit, Bruno Lafourcade, c'est en tout cas l'ouvrage que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci.